Peinturier, maire de Saint-Pathu. Aujourd'hui, est-ce que vous prévoyez quelque chose en ce qui concerne la vaccination dans la commune ? Alors, bonjour Mac Journal. On est en janvier, donc je vais commencer, j'allais l'oublier, par vous souhaiter une bonne et heureuse année en espérant que celle qui va arriver soit bien meilleure que celle qu'on vient de passer. Alors oui, la vaccination, c'est une des parties importantes là, de la phase du Covid-19 qui va se passer. Alors on avait l'intention d'essayer de demander d'avoir un centre de vaccination. On ne va pas surcharger le système. J'ai vu que par département, il y allait y avoir 5-6 lieux. Chez nous, le plus proche de nous, c'est la ville la plus grosse, c'est Meaux, donc c'est logique. Et j'ai déjà pris contact avec Jean-François et avec ses services. On s'est mis d'accord pour que l'on puisse, nous, avec notre minibus, pouvoir emmener parmi nos anciens des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour les faire vacciner. Jean-François Copé. Avec Jean-François Copé, bien sûr. On s'est mis d'accord sur ce système-là. Alors la grosse difficulté qu'on a en ce moment est qu'il y a à Meaux, puisque en fait le centre de vaccination qui est installé au Colisée a une capacité de pouvoir vacciner plusieurs centaines de personnes par jour. La difficulté, c'est que les doses n'arrivent pas. Aujourd'hui, en Seine-et-Marne, des dernières infos que j'ai, alors peut-être sont-elles caduques, peut-être va-t-on me traiter de menteur, mais en tout cas, les dernières infos qu'on avait, c'est que le centre de Chelles et le centre de Meaux pouvaient disposer chaque jour d'une dotation de 40 doses de vaccin. Vous voyez que 40 par 40 sur 5 jours, ça fait 200 par semaine. Avant qu'on ait vacciné tout le monde, il va se passer un petit peu de temps. Donc on espère que les vaccins vont arriver rapidement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Non, pour l'instant, c'est pas le cas. Nous, on a commencé à recenser nos personnels. Parce que vous savez, il y a une histoire de limite d'âge, il y a la prescription du médecin, il y a le consentement, il y a etc. Donc nous, on a relayé un document dans les boîtes aux lettres chez tous nos personnes qui étaient susceptibles d'être éligibles à la vaccination tout de suite. Donc on a déjà un certain nombre de réponses, hein, on a déjà de quoi faire plusieurs minibus. La difficulté, c'est que Mo me dit, bah oui, mais pour l'instant, on n'a pas de vaccin, quoi. Donc eux déjà sont débordés, ils refusent du monde là-bas, donc on ne va pas en rajouter une couche, on attend que ça monte en puissance rapidement. Je crois que les inscriptions vont jusqu'en mars, et les inscriptions pour la vaccination, et après, ils n'en prennent plus. Alors, c'est ce qui est annoncé aujourd'hui. Je vais moi essayer d'être plus pragmatique que ça et d'arrêter d'écouter toutes ces annonces, parce qu'on s'aperçoit que autant on pouvait comprendre au début de la crise, quand on s'est tous retrouvés dans une situation, y compris nous sur le terrain, hein, dans les petites communes, à gérer quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'il pouvait y avoir des dysfonctionnements et un peu d'amateurisme. D'accord. Aujourd'hui, le Covid-19, ça fait plus d'un an. On a des dirigeants à la tête de l'État, avec des gens qui sortent de l'ENA, qui sont censés être des hauts fonctionnaires capables d'anticiper les choses, qu'on ne les ait pas anticipées avant, certes, mais qu'on ne les anticipe plus aujourd'hui, c'est pas normal. C'est totalement anormal. Donc il faut que le gouvernement se ressaisisse rapidement, trouve des solutions, ou au moins soit transparent sur les choses, et qu'on nous dise les choses. On en reparlera tout à l'heure dans l'interview, mais il y a j'ai beaucoup de remontées de gens aujourd'hui qui ne croient plus ce qu'on leur dit. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des mensonges. On ne va pas rentrer dans la théorie du complotisme, hein, j'en suis pas là, c'est pas le problème. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on nous dit des choses, et sur le terrain, elles sont pas recoupées. Et dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Donc les gens ne les comprennent pas. Et quand en plus de ça, c'est des mesures qui restreignent beaucoup la liberté, on le voit nous sur les associations, je suis très inquiet pour ça, on a énormément d'associations sur la commune qui sont en péril. Mais quand je dis en péril, c'est qu'elles vont mettre la clé sous la porte. Soit parce qu'elles ont des professeurs à rémunérer et qu'elles ne peuvent pas donner leurs cours, soit parce que les gens demandent des remboursements parce qu'ils ont payé des activités à l'année auxquelles ils ne peuvent pas... Comme lesquelles alors, par exemple ? Tout, ça va du football au ping-pong, en passant par le judo, en passant par la peinture, la musique, toutes les associations qu'on a sur nos communes. Aujourd'hui, avec les dernières restrictions où le sport scolaire et périscolaire
en intérieur a été à nouveau réarrêté. On a le foot par 6, entraînement à distance sans contact et sans match. L'athlétisme, parce qu'ils peuvent courir autour du stade sans trop se toucher les uns les autres. Voilà. Tout le reste, tout est à l'arrêt. Mais parce que ce sont des consignes du gouvernement qui insistent sur le fait que, d'après lui, ce sont les associations, les activités associatives sont des vecteurs de propagation du virus. Voilà, comme les restaurants par exemple, qui sont fermés depuis 6 mois et la propagation continue. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à retrouver une vie normale. Par curiosité, moi j'ai essayé d'étudier un petit peu les pandémies qu'il y a eu, puisque au fil du temps, c'est pas la première, hein. Des pandémies, on en a connu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Même dans ce siècle, enfin dans le siècle précédent, parce que c'est vrai qu'on est en 2020, donc voilà. Mais dans le siècle précédent, dans les années 60, dans les années 50, dans les années 30, il y a eu des pandémies. Allez les regarder sur Internet, vous les verrez. En 2 ou 3 vagues, avec 50 ou 70 000 morts, et sans toutes ces mesures qui étaient mises en place. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure sur le volet financier de la chose. Moi, j'ai du mal aussi à comprendre que les maires et les collectivités ont été accusés à tort d'être de très mauvais gestionnaires, d'être des dépensiers de l'argent public depuis des années, etc. Et sur la dernière décennie, tout le monde a baissé les dotations, tous les gouvernements, hein, de droite, de gauche, et le dernier, là, où on ne sait pas où il se situe. Tout le monde a dit, oh là là, vous dépensez trop, et les dotations globales de fonctionnement, les subventions, toutes les dotations ont baissé. Tous autant qu'ils sont, ils l'ont tous fait. En nous disant, vous comprenez, la dette, il n'y a plus d'argent dans les caisses. D'où sortent les milliards? D'où sortent les milliards, là? C'est la valse des milliards. Si on avait mis à peine 10% de ce qu'on vient de dépenser là pour soutenir l'économie, parce qu'il fallait le faire, hein, c'est évidemment qu'il fallait le faire, mais si on avait mis 10% de cette somme-là depuis 20 ans dans les hôpitaux, on aurait eu 1, suffisamment de médecins et d'infirmières, 2, suffisamment de lits, et on pourrait soigner tout le monde sans avoir à restreindre la liberté des uns et des autres. Donc c'est des choix qui ont été faits, qui aujourd'hui ont des conséquences dramatiques. Bah, il faut les assumer. Aujourd'hui, elles ne sont pas assumées. Moi, je suis très inquiet pour les associations de ma commune. Je pense que c'est pareil pour toutes les associations des uns et des autres. Et il ne faut pas que l'État oublie une chose, c'est que les associations dans les communes, c'est autant que l'État n'a pas à s'occuper. S'il fallait que l'État prenne en charge tout le monde associatif français, c'est ce qui fait sa force, hein, dans les activités sportives, etc., ça lui coûterait beaucoup plus d'argent que ce que ça lui coûte aujourd'hui. En tout cas, moi et mon équipe municipale, l'équipe majoritaire qui m'entoure, on n'a pas baissé les subventions. Même s'il y a eu moins d'activités, on a maintenu le niveau des subventions. On maintient et on développe le niveau des bâtiments. Alors on en profite des fermetures aussi pour faire des travaux, des choses comme ça. Moi, je suis vraiment partisan de les soutenir et de les aider jusqu'au bout. Hein. J'ai par exemple, pas plus tard que demain, j'ai mon adjointe qui reçoit l'école de musique, par exemple, qui a des professeurs à payer. Alors, il y a des assos qui ont moins de difficultés parce qu'ils n'ont pas de professeurs à payer, mais les associations qui ont des professeurs à payer, l'URSSAF ne fait pas cadeau. Hein. L'État ne dit pas, tenez, tout ce qui est associatif, par exemple, on enlève les charges, sans avoir de dossier à remplir, sans discuter de ça, temporairement, le temps de la crise. Mais au moins, ça permettrait à des associations qui souvent sont tenues par des gens de bonne volonté qui ne sont pas forcément ni des comptables, ni des chefs d'entreprise, et quand l'URSSAF leur tombe sur le dos en leur disant « faut payer », voilà, on est en train aussi de dégoûter les gens de s'occuper de l'association. Et ça m'embête. Il y en a qui le disent, il y a des gens qui disent j'ai plus envie de m'occuper de l'association. Oui. Mais c'est un petit peu l'autre pan du Covid-19 sur lequel je voulais venir, l'autre facette, qui est le désarroi alors, des associations et des gens qui sont à la tête des associations. Quasiment tous, hein, je les ai quasiment tous rencontrés, plus ou moins, ou eu un contact avec, téléphonique ou par mail, ou les services, ou mon adjointe. Tous ont cette même truc, ils ne savent pas s'ils s'en relèveront. Donc si déjà le moral n'y est pas, ça va être compliqué. Et ça se développe aussi, c'est la partie sur laquelle je voulais venir,
sur les familles. On a énormément de gens qui sont très inquiets pour leur avenir. On est forcément impacté par l'aéroport, qui est un des gros pourvoyeurs d'emplois chez nous, le drame qui se passe sur l'aéroport, sur Disney, enfin nous on a plusieurs pôles ici, le pôle aéroportuaire, le pôle de Disney avec Marne-la-Vallée, etc. Et puis après c'est des gens qui travaillent à l'extérieur, sur la Défense ou sur Paris. Bon. Donc ces pôles-là, il y a vraiment du désarroi dans les familles, parce que les gens commencent, il y a des licenciements qui commencent à arriver. Il y a une perte par le chômage partiel qui est bien gentil, mais qui fait quand même perdre un petit peu de salaire, ce qui permettait aux gens de vivre, sans parler des loisirs. Une fois que les charges fixes sont payées, le pavillon, l'eau, l'électricité, les impôts, etc., les 15-20% de salaires qui disparaissent là avec le chômage partiel, c'est ce qui permettait de manger généralement. Et le chômage partiel, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, on ne sait pas ce que donne l'entreprise C'est la grosse difficulté. Et ça a même un impact plus compliqué. C'est que je l'ai vécu dans mon entourage proche, c'est pour ça que je peux vous le dire. Le chômage partiel a aussi obligé un certain nombre de salariés d'abattre le travail qu'ils faisaient, parce que dans certains services, alors quand on a une baisse d'activité dans une entreprise, il y a certains services, les services de production baissent en activité, forcément. Donc s'il y a des heures de travail en moins ou des jours de travail en moins, c'est pas gênant. Mais beaucoup, dans les bureaux, dans les comptabilités, dans les services financiers, dans les services de gestion du personnel, etc., il n'y a pas de baisse d'activité. Et on applique le chômage partiel aussi sur ces gens-là. Donc ces gens-là se retrouvent avec des heures de travail en moins et autant de travail à produire et à fournir pour en arriver. Et on a énormément de gens qui font des burn-out, qui se retrouvent en dépression, qui sont arrêtés, etc. etc., etc. Donc, il y a l'aspect, et c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que je suis un petit peu en colère sur la façon dans laquelle c'est géré, c'est que on sait que la Covid-19 tue, on sait qu'il faut se protéger, on sait qu'il faut faire attention, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Mais il faut qu'on arrive à mesurer si, un an après, les mesures de protection de la population qu'on prend aujourd'hui ne sont pas plus néfastes pour elle à long terme ou à moyen terme que la protection à court terme qu'elle apporte. C'est difficile, je n'ai pas de recette miracle, je ne suis pas là à donner des leçons, à dire comment il faut faire, mais posons-nous la question, parce qu'on entrevoit, moi qui pour ma commune ai toujours eu une gestion à court terme, à moyen terme et à long terme, une vision à 15 ans, à 20 ans, je suis habitué à ça, il faut avoir une vision à long terme. Et on le voit bien, les désastres et les catastrophes qui vont arriver et qui sont consécutives et qu'on ne mesure pas aujourd'hui, seront peut-être plus graves et plus importantes que ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc la population de Saint-Pathu, évidemment, ne serait pas exempte de ça, de dépression en fait. C'est ça, on sent... de misère sociale. Alors on le sent bien parce que c'est vrai que la mairie et le maire particulièrement, quand on ne sait plus quoi faire, même quand on sait que ce n'est pas de sa compétence, on va voir monsieur le maire pour qu'il trouve une solution. Bon. C'est ce qui fait aussi la beauté et le côté fantastique de notre métier et de notre mission. Mais aujourd'hui, on sent les gens tendus, anxieux. J'ai connu ça au début de mon mandat, parce qu'il y avait beaucoup de mécontentement, etc. Donc les gens arrivaient, c'est une caractéristique qui était assez surprenante, les gens arrivaient en mairie, ils hurlaient, ils étaient mécontents, ils repartaient. On n'avait même pas le temps de leur dire asseyez-vous, expliquez-nous. Peut-être on a la solution, ou peut-être on ne l'a pas, ou peut-être on va vous expliquer, mais au moins de prendre le temps de les écouter. Et puis ça avait disparu, ça s'était apaisé parce que on essaye de trouver des solutions aux gens, de les écouter, de les entendre. La réponse n'est pas toujours oui. Un maire qui dit oui tout le temps, c'est pas un bon maire. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire, mais il faut l'expliquer. Il faut dire pourquoi. On est limité par les finances, par les compétences, par un tas de sujets, mais voilà. Et donc, on voit ça revenir ces derniers temps. L'anxiété. L'anxiété. Les gens arrivent, ils sont tendus, ils sont anxieux, ils sont irritables à la première parole, un petit peu de travers. Vous allez dire, ça y est, ça monte dans les tours. Alors, calme, on explique, et puis voilà, ça redescend,
Mais on sent, enfin moi je le sens dans ma population, on sent cette anxiété chez les gens, elle vient de là, parce que aujourd'hui d'abord, quand on regarde bien, tout ce qui est détente, loisirs, moment de convivialité, ça, tout ça est retiré. C'est métro, boulot, dodo et tais-toi, pour rester poli, en gros c'est ça. Hein. Et à côté de ça, il n'y a pas d'avenir. On a l'impression, moi depuis mars, depuis l'élection, j'ai l'impression d'être en suspens. Vous savez, la sensation d'être entre deux eaux. On ne sait pas si ça va se terminer, quand ça va se terminer, comment ça va se terminer, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis il y a aussi un autre côté anxiogène qui a été dans les confinements, les histoires d'attestation, qui est encore là avec le couvre-feu. Moi j'ai des gens qui sont venus me dire leur anxiété d'avoir l'impression de passer pour des bandits ou des brigands parce que ils étaient rentrés un quart d'heure trop tard et qu'ils n'avaient pas leur papier. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas mesuré, mais qui est très anxiogène. C'est la délinquance sanitaire. C'est ça. Les gens ont l'impression d'être des terroristes, alors que, oui, ils sont rentrés un quart d'heure plus tard parce que il y avait une course à faire, ou il y avait le petit à récupérer en sortant du boulot et qu'on avait pris du retard parce qu'il y avait un encombrement ou un accident. Mais ça rend les gens anxieux, alors qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motif. On sait bien que à 99% du temps, ils ne l'ont pas fait exprès. Bon. Mais voilà, donc cette partie anxiogène de la crise, elle va, à mon sens, laisser énormément de dégâts qu'on est incapable de mesurer aujourd'hui. Est-ce qu'il serait possible actuellement, d'après vous, de réparer ça ou de changer de cap ou de changer des choses pour que les gens aillent mieux? Alors, là c'est un point de vue personnel que je vais donner. Pour avoir fait quelques études scientifiques dans ma jeunesse, j'ai toujours des études de bio en plus, donc voilà. Mais un virus, moi on m'a toujours appris que une pandémie, ou quand il y a un virus, plus il circule rapidement et plus les gens sont immunisés et plus il s'éteint rapidement. Donc j'ai du mal à comprendre le confinement, où on laisse les gens chez eux et où on empêche le virus de circuler, parce qu'au moment où on libère, il recircule de plus belle. Donc déjà, il y a un peu un côté antinomique dans cette façon de gérer la crise. Alors on va nous dire que c'était parce que nos capacités hospitalières auraient été débordées si on avait laissé... Je l'entends. Donc peut-être qu'à un moment, il fallait faire ça. Peut-être. Voilà. Aujourd'hui, on est 10 mois après, donc on aurait pu renforcer et augmenter le nombre de places pour soigner les gens. Enfin, on peut acheter des machines, par contre, il faut des gens pour avoir derrière. Et ça, comme on n'a pas formé de médecins, chose qu'on voit sur le terrain, nous, puisqu'on perd nos médecins et qu'on est en Seine-et-Marne, alors qu'on est proche de Paris, totalement sinistré sur le nombre de médecins. Désert médical. On imagine bien que ce qu'on vit ici, l'hôpital le vit de la même manière. Donc, effectivement, acheter des respirateurs et acheter des lits et construire des bâtiments pour mettre des lits et des respirateurs dedans, c'est tout à fait faisable. C'est une histoire budgétaire. Par contre, il faut des gens pour les faire marcher. Et que ça, comme on met 10 ans à former un médecin, c'était il y a 10 ans qu'il fallait s'en occuper. Pas maintenant. Si on s'en occupe maintenant, ils seront prêts dans 10 ans, les médecins. Donc, c'est peut-être un petit peu le problème. Numerus clausus. Voilà. J'ai une sœur médecin, donc je connais bien le mécanisme des choses et leurs problématiques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pour en revenir aux solutions, il faut qu'on ait un niveau d'immunité important. Donc, il passe par la circulation du virus et l'immunité naturelle et par le vaccin. Bon. Donc, il faut vacciner les gens en masse. Il faut commander des vaccins en masse et en avoir en masse et pouvoir vacciner les gens vite. Plus vite on en vaccinera et plus on sera tranquille. Voilà. Donc réellement, il faut qu'on arrive à rendre aux gens une part de liberté sur un certain nombre de choses qui aujourd'hui leur sont privées et qu'ils ne comprennent pas. Je suis un amoureux du ski. On ne peut pas me dire que sur une piste de ski, on prend plus de risques qu'au supermarché
a touché pour la 50e fois le paquet de pâtes que 50 ou 100 personnes ont touché avant vous, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, qui sont peut-être porteurs du virus et qui vous l'ont peut-être transmis. Même si vous vous êtes lavé les mains, même si vous portez un masque, même si vous êtes là. Donc, il y a un certain nombre de mesures. Encore une fois, je n'ai pas de solution miracle. Je dis simplement que dans les choses qui sont décidées, il y a des choses qui paraissent, pour le simple citoyen de base, incohérentes et qui ne sont plus aujourd'hui, me semble-t-il, ne sont plus acceptées par les gens. Ils l'ont entendu à un moment donné, là maintenant ça fait 1 an que ça dure, les gens, ils pètent un câble, il faut dire les choses comme elles sont. Ils sont en train de se dire, mais ça va durer combien de temps quoi. Et les Pathusiens, est-ce que c'est bon, forcément vous le remarquez plus que nulle part ailleurs, ils sont vraiment marqués par cette baisse de morale? Alors, en plus, pour nous, c'est difficile à mesurer, parce que il y a des retours de gens, hein, il y a des gens qu'on croise, qu'on voit, qu'on discute, mais on a, par le fait que toutes les manifestations soient aussi suspendues, on voit beaucoup moins notre population. On est beaucoup moins proche d'eux, qu'on pouvait voir dans toutes les manifestations, au cinéma tous les 15 jours, dans les lotos des associations, dans les machins. Donc on avait quand même un pouls de la société qu'on a moins aujourd'hui. Et donc, comme on les voit moins, les gens se concentrent aussi quand ils ont la chance de nous voir ou de nous croiser, de nous rencontrer, que sur ces sujets-là, en disant mais il y en a marre, quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc c'est difficile à mesurer, mais à mon sens, il y a un réel marquage dans l'esprit des gens. Alors, j'ai par exemple, en ce moment, beaucoup plus de demandes de logements sociaux pour des couples qui se séparent qu'habituellement. Alors, j'ai pas de statistiques. Est-ce que c'est un coup du sort? Est-ce que c'est conjoncture? J'en sais. Difficile à dire. C'est un constat que je fais. Et dans l'entourage proche, ça s'est multiplié ces dernières semaines. Là, on voit les couples exploser. C'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est l'effet de vivre plus proches les uns des autres, ou d'avoir cette baisse de morale, un ensemble, c'est un perte tout. de travail. Il y a l'inquiétude financière par la perte de travail, il y a le fait d'être les uns sur les autres, parce qu'il y a des gens en vie de couple qui vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, et pour qui ça va très bien, et puis il y a des couples qui sont équilibrés parce que chacun va bosser de son côté, et qu'on a juste à se retrouver le soir et des choses à se raconter intéressantes. Bon voilà, non mais c'est toute une conjoncture, en fait c'est la société dans son ensemble qui n'a pas été conçue pour vivre ce qu'elle vit aujourd'hui. Et comme s'il y avait un grain de sable dans l'engrenage. Donc le moteur il tout saute, et il crachote, et il donne des signes de faiblesse qu'il ne donne pas normalement. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui dans ma population. Sans être capable de dire si ça va être durable, si c'est exponentiel, ce n'est qu'un ressenti. Mais c'est un ressenti qui est au-delà du normal de d'habitude. La fonction de maire, qui est un peu le papa de la commune, est-ce qu'elle va avoir tendance à se renforcer, le fait de prendre les gens en charge, de s'occuper de les écouter, de leur trouver éventuellement des solutions? Est-ce que ça va être s'amplifier? Que ça va s'amplifier? Je pense qu'aujourd'hui, c'est la chose qui fait que notre société ne dévisse pas. On aurait dévissé depuis longtemps, et on aurait explosé depuis longtemps si on ne faisait pas le tampon. La difficulté, c'est que pour faire le tampon, il faut quand même, au bout d'un moment, avoir quelques moyens. Ou tout au moins, avoir un peu de confiance de l'État au-dessus de tout. Des exemples simples. On a des gens, nous, ici, avec peu de moyens, il va y en avoir de plus en plus, à loger. On veut construire du logement social.
On a un préfet qui nous met une étude environnementale qui fait perdre 1 an et demi aux constructions. Très bien, il faut protéger les espaces naturels, très bien, voilà. Mais en attendant, j'aurai des drames et j'aurai des gens à la rue parce que j'ai pas de quoi les loger. Et que dans le même temps, ce même préfet me demande à faire des logements sociaux puisque je n'ai pas le quota. Donc, il y a tout un tas de choses que l'on pourrait faire. Donc on écoute beaucoup, on essaye de trouver des solutions à notre niveau et à bidouiller parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. Les collectivités, les mairies par exemple, sont les seuls organismes en France qui n'ont rien touché en matière d'argent de la part de l'État pour faire face au Covid. Pas zéro, c'est une bêtise. Une petite aide de remboursement de quelques masques achetés entre le 12 mai et le 12 juin à concurrence de 20 ou 30% de remise. Pour nous, ça 12 000 euros. Voilà. On va toucher. On a fait des demandes, on ne les a pas encore touchés. Pour des masques qu'on a achetés en mai. Donc vous avez dépensé 12 000 euros Alors, on a dépensé, sur le premier confinement et jusqu'au début de l'été, on en était à 50 000. Là, on continue sur les masques et compagnie. Donc, je pense que sur le budget annuel, on sera entre 70 et 80 000 euros en masques, gel hydroalcoolique, blouse, marquage au sol, rubalise, enfin, le petit matériel qui a servi à... Je ne vous parle pas derrière, du chômage partiel, que l'on n'a pas touché, puisque contrairement aux entreprises, c'est ce qui a mis dans le rouge, et c'est ce qui va mettre dans le rouge un certain nombre de communes. On m'a un petit peu raillé et un petit peu moqué quand j'ai vite augmenté le prix des cantines avant la fin de l'année pour équilibrer le budget. Mais cette année, notre budget, nous, finit équilibré, donc j'ai rebaissé le prix des cantines, si tant est qu'on ait une année normale de rentrée de ressources. Hein. Un service, il n'est jamais gratuit. Hein. Le Yaka Faucon, il faut faire du zéro, ça n'existe pas. Quand il y a une prestation, elle a un coût. Donc elle est prise en charge forcément par quelqu'un à un moment ou à un autre. Forcément. Donc de toute façon, au bout d'un moment, c'est l'habitant qui va payer. Ça, il n'y a pas de secret. Et donc par exemple, l'histoire du chômage partiel, on n'en a pas eu. Aujourd'hui, on équilibre nos budgets, mais on sort peut-être pas de résultats qui va nous permettre de réinvestir l'année prochaine. On avait déjà fait une interview aux finances que j'avais essayé d'être clair et d'expliquer les choses aux gens, mais ce qu'on n'a pas sorti en résultat cette année, parce que nos dépenses se sont dégradées par rapport à nos recettes se sont dégradées et nos dépenses ont été maintenues, on n'a pas dépensé plus, on n'a pas été des mauvais gestionnaires, on a simplement eu moins de rentrées. Donc forcément, notre résultat il se dégrade. Et comme le résultat se dégrade, vous avez moins de capacité l'année prochaine pour investir. Et c'est là que j'attends l'État au tournant. Moi, je voudrais que sur les projets que l'on a, s'il y a besoin de relancer l'économie française, les collectivités territoriales, qui font 73% de l'investissement, de l'investissement général qui se fait en France, il faut qu'elles soient aidées. Il faut qu'on ait des subventions, des vraies subventions. Il y a quelques années, quand on faisait des équipements, on pouvait avoir jusqu'à 80%. On avait toujours entre 50 et 80%. Ça fait un moment qu'on avait des subventions qui tournaient à 20 ou 30%, et encore quand on les avait. D'accord ? Donc là, un des moyens de relancer l'économie, de relancer notre pays à la sortie du Covid, parce qu'on va bien finir par en sortir à un moment ou à un autre, en tout cas je l'espère, c'est d'aider les collectivités à réinvestir. Parce que quand on construit un gymnase, ou quand on construit un centre de loisirs ou une résidence senior, on ne fait pas travailler l'industrie chinoise, on fait travailler les entreprises de notre territoire, d'ici. Et donc on relance l'économie. Et c'est ça, je voudrais que le gouvernement, là, s'il y a encore quelques milliards qui traînent au fond d'un tiroir, on est preneur.